Voilà, alors on va maintenant regarder un autre régime ondulatoire sur la corde qui correspond à la résolution de l'équation de D'Alembert en onde stationnaire. Alors ici, l'idée c'est que, avant même de me mettre en équation, il faut réfléchir un peu, très physiquement, un peu intuitivement d'ailleurs, à ce qui va se passer lorsque l'onde progressive de tout à l'heure, qu'on peut réécrire ici, y de x et t est égal à y0 sinus oméga t moins kx. Donc on rappelle que dans l'onde progressive, variables spatiales et temporelles se combinent dans oméga t moins kx pour former l'argument de la fonction trigonométrique. Alors imaginez maintenant que cette onde arrive à une extrémité où la corde est arrimée, par exemple ici à droite. Alors ça veut dire que par rapport au montage initial, ici, pour que la résolution en onde stationnaire soit probante, en fait, c'est l'idée qu'on a arrimage à droite, mais aussi, à gauche, pardon, mais aussi à droite. C'est-à-dire qu'ici, on met un guidage qui est tel qu'on interdit l'oscillation transversale en x égale grand L. En d'autres termes, ici, en y en x égale L, grand L, et quel que soit t est égal à 0. Tout se passe comme si la corde était arrimée aussi à droite. Alors ici, on fait l'hypothèse qu'arrive cette onde, cette fois-ci incidente. On va faire l'hypothèse qu'elle arrive avec une amplitude y positive. Et elle est sur le point d'arriver sur l'extrémité où la corde est arrimée. Donc ici, ça ne peut pas bouger. Y est forcément nul. Ce qu'on appelle en physique les conditions aux limites du milieu. Conditions aux limites qui vont avoir une importance considérable sur ce qui va se passer entre x égale 0 et x égale L. Je pense qu'on peut comprendre aisément que pour que la corde puisse satisfaire à y égale 0 ici, lorsque cette déformation est juste sur le point d'arriver, il faut nécessairement qu'une onde réfléchie apparaisse, de manière à ce que la somme yi plus yr puisse assurer y en x égale L égale 0. Ça veut dire que la condition aux limites corde arrimée impose l'existence d'une onde réfléchie telle que la somme algébrique des deux déformations soit nulle. Et je pense que c'est assez évident ensuite de comprendre que cette onde réfléchie, elle va repartir en sens inverse. Ça veut dire qu'on va récupérer un yr comme réfléchi, de x et de t, qui va être égal à moins y0 de manière à ce que la somme des deux puisse s'annuler. On comprend aisément qu'il faut bien qu'il y ait inversion de signe pour que la somme algébrique des deux puisse être nulle, fois sinus. Alors on admet que ça se passe à la même pulsation, et avec le même vecteur k, ou la même valeur de k. En revanche, l'onde réfléchie va se propager dans le sens des x décroissants, d'où le moins qui devient plus. Donc voilà, peut-être un peu intuitivement, mais voilà, justifier l'apparition nécessaire d'une onde réfléchie de manière à satisfaire aux conditions aux limites. Alors l'onde totale, y de t, ça va être la somme des deux. On peut l'écrire. Y de t, allez, totale, pour que ça soit explicite, est égal à y0, qui est en facteur. Et là, on va avoir sinus oméga t moins kx, moins sinus oméga t plus kx. Voilà l'onde totale qui est sur la longueur de la corde. Alors, vous allez me dire, si on poursuit l'analyse, cette onde réfléchie va elle-même arriver à cette extrémité-là, où elle va être à nouveau réfléchie. Bon, et donc, il va y avoir, dans ce qu'on appelle une cavité, un nombre d'ondes incidentes réfléchies, en nombre a priori infini, surtout s'il n'y a pas d'atténuation, qui peut se révéler assez compliqué à calculer sur un plan mathématique formel. Mais on va faire
en fait une analyse un peu plus simple pour aboutir à l'expression de notre onde dite stationnaire comme suit. L'idée, c'est que le y total, c'est une constante y0, et ensuite on a quelque chose du style sinus p moins sinus q. Alors, il y a des formules trigonométriques. Et vous les connaissez peut-être pas, moi non plus. Donc, peu importe, on peut ici se passer de faire le calcul exact, parce que on va pouvoir construire l'onde sans avoir besoin formellement de manipuler l'équation trigonométrique. C'est l'idée de toute façon que les formules du type sinus p moins sinus q, ça donne 2 fois une fonction trigo de la demi-somme des arguments que multiplie une autre fonction trigo de la demi-différence. Alors, en d'autres termes, on va avoir ici 2 fois y0 que je vais écrire comme étant ym. Et puis, je ne sais pas a priori si c'est un sinus ou un cosinus, mais je sais que ça va être une fonction trigo de la demi-somme fois une autre fonction trigo de la demi-différence. Et comme je ne sais pas, je vais y mettre des phases φ1 et φ2 dans les deux fonctions trigonométriques. Et ensuite, je vais résoudre ces phases tout simplement par l'étude de mes conditions aux limites. Comme ça, je n'ai pas besoin de me surcharger la tête avec des formules mathématiques. Donc je vais dire, allez, fois sinus de la demi-somme des arguments. Donc, quand je fais la somme, le moins kx se simplifie avec le plus kx. Il va rester oméga t plus oméga t, ça fait 2 oméga t, mais c'est la demi-somme, donc il reste sinus oméga t. Mais j'ai besoin d'y mettre une phase, parce que je ne sais pas si c'est dans l'équation trigo un sinus ou un cosinus. Et je résous ça en y mettant une phase. Et ensuite, fois une autre fonction trigonométrique, encore une fois, je prends un sinus, quitte à y rajouter une phase, et là, pour le coup, de la demi-différence. Alors, la demi-différence, cette fois-ci, c'est les oméga t qui partent. Il va rester moins kx, ça fait moins 2kx sur 2, donc moins kx. Sinus est une fonction impaire, donc le moins sort, éventuellement, il va là-dedans, peu importe, c'est un détail. Il va me rester sinus kx plus une autre phase, φ2. Et là, j'ai mon y total, parce que je veux simplifier mes notations. Je m'affranchis de l'indice total ici. On a bien compris que le y, c'est bien la somme algébrique de yi plus yr. Alors, ce qu'il faut comprendre, ça c'est la solution générale en onde stationnaire. Il faut bien saisir la différence qu'on a dans cette expression par rapport à l'onde progressive. C'est-à-dire que maintenant, tout à l'heure, en onde progressive, on avait une fonction trigo dont l'argument était spatio-temporel, composé à la fois de la variable d'espace x et du temps t. Ici, dans l'onde stationnaire, vous voyez que temps et espace se sont découplés. Vous avez une première fonction trigo purement temporelle, multipliée par une autre fonction trigo purement spatiale. Et c'est ce nouveau régime qu'on va étudier dans la suite et qui va donner lieu à des résultats relativement assez intéressants. Mais vous comprenez quand même que cette onde stationnaire, on peut l'interpréter finalement comme un phénomène d'interférence, puisque y total, c'est la somme algébrique d'une onde, de deux ondes, une onde incidente et une onde réfléchie. Donc c'est bien, du point de vue théorique, strict, un phénomène d'interférence. Et en ça, ça devient un cas particulier de l'équation générale, la résolution qu'on a faite dans la vidéo précédente où on avait f de t moins x sur v plus g de t plus x sur v. Voilà, alors on va maintenant poursuivre l'étude de la vibration de la corde, moyennant maintenant cette solution générale dite en onde stationnaire, et en particulier on va raisonner un peu sur les phases, qui était bien pratique parce que ça nous soulageait. Alors, on va tout de suite exploiter la première condition initiale, c'est y en x égale 0, et du temps t, donc on a ym
fois sinus oméga t plus phi 1 fois sinus, alors on a dit x est nul, donc il va rester sinus phi 2. Et ça, c'est nul, mais quel que soit t. Oui, parce que la corde, elle est arrimée à gauche. Cette variable y n'est pas seulement nulle à certains instants précis, mais nulle en permanence, quel que soit t. Donc ça veut dire que y ne peut pas être nul, parce que sinon il n'y a rien, il n'y a carrément rien du tout, il n'y a jamais aucune vibration. Ce terme-là, en général, est non nul, puisqu'on veut la nullité quel que soit t. Donc il arrive que sinus oméga t plus phi 1 soit nul, mais en général il n'y est pas. Ça veut dire que sinus phi 2 doit être égal à 0, et donc la solution immédiate, c'est phi 2 égale 0. Donc on s'est déjà débarrassé d'une phase, et on peut réécrire, finalement, la solution non stationnaire comme étant égale à ym sinus oméga t plus phi 1 fois sinus de kx. Donc maintenant, on regarde l'autre extrémité en x égale grand L. Et là, pour le coup, on exploite le fait que phi 2 est nul, donc il va rester sinus kl égale 0, quel que soit t. Quel que soit t. Parce que c'est arrimé à droite et ça ne bouge pas, quel que soit t. Alors ici, y est forcément non nul, sinus oméga t plus phi 1 est en général non nul, donc on a sinus kl égale 0. Et ça, c'est une équation de Trigo qui se résout en kl, un sinus nul, l'angle est nul, modulo pi. Donc on peut écrire est égal à n fois pi, avec n qui est l'ensemble des entiers naturels, mais non nuls, parce que si n est nul, alors grand L c'est la longueur de la corde, ça veut dire que k égale 0, il n'y a plus de phénomène ondulatoire. Il n'y a de phénomène ondulatoire que si k est non nul. Donc ça veut dire que concrètement, n est égal à 1, n égale 2, n égale 3, c'est l'ensemble des entiers naturels non nuls. Alors si maintenant, on considère la formule selon laquelle k c'est 2pi sur lambda, on obtient une formule assez simple, selon laquelle, donc vous voyez que on ne peut pas avoir n'importe quelle longueur d'onde dans cette cavité, entre les deux extrémités. Ça veut dire qu'on a lambda qui est indicé par l'entier n qui vaut respectivement 1, 2, 3, 4, etc. Et on obtient finalement lambda indice n est égal à 2L sur n. Ça, on va l'encadrer. Alors, bien sûr, il ne faut surtout pas retenir par cœur. C'est homogène, hein, c'est homogène, puisque n c'est un entier adimensionnel, 2L c'est une longueur, donc on a bien une longueur d'onde égale une longueur. Il faut interpréter ça. C'est relativement assez simple, on va le dessiner. Alors voilà la longueur L de la corde, et on a dit lambda n égale 2L sur n. Ça veut dire que quand n est égal à 1, on a lambda égale 2L. En d'autres termes, la longueur d'onde, c'est 2 fois la longueur de la corde. Ou en d'autres termes encore, la longueur de la corde, c'est une demi-longueur d'onde. En d'autres termes, vous avez votre demi-longueur d'onde qui se répartit sur la longueur de la corde. Ça vous permet de satisfaire aux conditions aux limites, les deux extrémités y égale 0, et quand le temps s'écoule, ça veut dire que la corde va osciller à la fréquence oméga égale 2pi sur, enfin, f égale oméga sur 2pi, et si je représente différentes positions de la corde à différents instants, je vais avoir toutes les positions qui correspondent à une demi-longueur d'onde sur la longueur grand L.
Et donc, il y a des instants t pour lesquels le sinus oméga t plus phi 2 est nul, et la corde passe par sa position au repos. Ensuite, elle part dans les y négatifs, elle arrive à l'extrémité ym pour un certain temps, ensuite elle remonte, elle repasse par 0, et ainsi de suite. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe. Ça, c'est ce qu'on appelle n égale 1, le fondamental. Je regarde à présent ce qui se passe pour n égale 2. Donc lambda 2 égale à 2L sur 2, ça fait lambda 2 égale L. Ça veut dire que sur la longueur de la corde, il faut mettre une longueur d'onde précisément. Alors une longueur d'onde précisément, ça fait la moitié là. L'alternance positive sur la moitié de la longueur, l'alternance négative sur l'autre moitié. Et là encore, vous arrivez à satisfaire aux conditions aux limites, parce que votre longueur d'onde lambda 2, c'est exactement la longueur de la cavité. Et puis ensuite, on peut représenter différentes positions de la corde au fur et à mesure que le temps s'écoule. À un moment donné, vous passez par l'équilibre, la position d'équilibre horizontale, et ainsi de suite. Donc là, on représente différentes positions de la corde au gré de l'écoulement du temps. Ça, c'est n égale 2. Parfois, on l'appelle le premier harmonique pour le distinguer du fondamental. Et on va encore dessiner n égale 3. Parce que je pense qu'ensuite, vous aurez compris le principe général. Lambda 3 égale 2L sur 3. Là, ça veut dire que sur la longueur L, en fait, qu'il faut diviser en 3, en fait, on va pouvoir placer 3 alternances de la sinusoïde. Ici, on en avait une, l'alternance positive en haut, là. Là, on en a 2. Et là, on place 3 alternances. Donc, une positive, une négative et une positive. Et là encore, on satisfait bien aux conditions aux limites. Et puis, on peut dessiner, même si c'est forcément un peu maladroit, les différentes positions de la corde. Et ainsi de suite, pour n égale 4, ça c'est n égale 3, pour n égale 4, on pourra placer sur la longueur L, on pourra placer 4 alternances, 2 positives et 2 négatives. Ça veut dire que, à cause des conditions aux limites, n'importe quelle longueur d'onde ne peut pas se placer sur la longueur L, parce qu'une longueur d'onde quelconque serait incapable de satisfaire aux conditions aux limites, sauf si elle est dans l'expression lambda égale 2L sur n, auquel cas, elle en est capable. Alors ça ouvre à la problématique de l'analyse de Fourier, qu'on étudiera un petit peu plus loin. Et la question qui peut se poser maintenant, c'est, dans un cas général, laquelle, quand on excite la corde sur, par exemple, une corde de guitare qui a une longueur L et dont les extrémités sont arrimées pour obtenir les mêmes conditions initiales qu'ici, quel est le mode qui va vibrer? Est-ce que c'est n égale 1? Est-ce que c'est n égale 2? Est-ce que c'est n égale 3? Est-ce que c'est une combinaison? On étudierait un peu cette question un petit peu plus loin. En général, c'est une combinaison linéaire de tous les modes qui vont vibrer simultanément. Et c'est ce qui fait que le son, par exemple, d'une corde de guitare n'est pas un son monochromatique qui comporte une seule fréquence. Il en comporte plusieurs, voire même une infinité, mais avec des énergies qui sont décroissantes lorsque le mode n augmente.